L'affaire Dreyfus, c'est une histoire très compliquée. Alors mon propos, ce serait d'essayer, si je peux, de vous la rendre claire. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais essayer de faire, c'est de vous donner une espèce de précis chronologique de cette affaire, que nous puissions bien en suivre les principales étapes du déroulement. Alors tout commence au mois de septembre 1894 au service français des renseignements. Nous l'appellerons le SR pour aller plus vite. Et le SR était dirigé alors par un colonel alsacien qui s'appelait Sander, S-A-N-D-H-E-2-R, Sander, et qui avait comme premier collaborateur le commandant, bientôt lieutenant-colonel Henry. Alors ce jour-là, qu'on n'a jamais défini exactement, on ne sait pas si c'est le 25, 26, enfin, ce jour-là, de septembre 1994, le SR a entre les mains un papier extraordinaire. Comment est-ce qu'il l'a, ce papier? Ce papier vient, paraît-il, de l'ambassade d'Allemagne, je dis bien, paraît-il, de l'ambassade d'Allemagne. Il aurait été piqué dans la corbeille à papier de l'attaché militaire allemand à Paris qui s'appelle Schwarzkoppen, piqué par quelqu'un que le SR français entretenait à l'ambassade d'Allemagne, c'est-à-dire une femme de ménage. Cette femme de ménage s'appelait Madame Bastian, elle recevait, je crois, 200 francs par mois, et elle apportait tous les 8 jours, tous les 15 jours au SR le contenu de la corbeille à papier de l'attaché militaire allemand. Ce jour-là, dans ce qui était arrivé dans les fournitures de Madame Bastian, il y avait un papier étonnant. Il était sans date, il était sans signature, on va l'appeler le bordereau, quoique ce soit vraiment une lettre missive, envoyée par X à Schwarzkoppen, et on l'appelle bordereau parce qu'il y a l'énumération de documents. Alors je vous lis le début au moins de ce papier extraordinaire. Sans nouvelles m'indiquant que vous désirez me voir, je vous adresse cependant, monsieur, quelques renseignements intéressants. Premièrement, une note sur le frein hydraulique du canon de 120. Une note sur les troupes de couverture. Troisièmement, une note sur une modification qui vient d'intervenir pour les formations de l'artillerie. Une note relative au corps expéditionnaire de Madagascar. Enfin, cinquièmement, le projet de manuel de tir de l'artillerie de campagne. Évidemment, c'est grave. Il y a donc un Français, et probablement un officier, pour qu'il soit aussi bien renseigné, qui fournit à l'Allemagne, par l'intermédiaire de Schwarzkoppen, l'attaché militaire allemand à Paris, je répète, fournit des documents intéressants de la défense nationale. Alors, il s'agit de savoir qui est ce mystérieux X. Alors qu'est-ce qu'on fait au SR? On fait faire 5 photographies de ce document. Pourquoi 5? Parce qu'il y a 4 bureaux militaires, alors on fera une photographie pour chaque chef de bureau et une photographie pour le ministre. Le ministre, un général, ministre de la guerre, il s'appelle le général Mercier. Les photographies doivent avoir été faites, comme ça, 28-29 septembre, mais alors la première date sérieuse connue de notre affaire, c'est 6 octobre. Qu'est-ce qui arrive le 6 octobre? Il arrive ce 6 octobre que le sous-chef du 3e bureau militaire, qui s'appelait le lieutenant-colonel Daboville, vient trouver SR, vient trouver Sander, chef du SR, et lui dit, je crois que j'ai reconnu l'écriture du bordereau. C'est l'écriture d'un garçon, d'un officier, qui a été stagiaire chez moi, qui a traversé l'état-major, qui n'y est plus maintenant, qui est en garnison à Paris. C'est un capitaine d'artillerie au 14e régiment d'artillerie, il s'appelle le capitaine Alfred Dreyfus. À mon avis, c'est l'écriture de Dreyfus. Et Daboville dit, j'ai recherché dans mes papiers, j'ai trouvé enfin quelques traces de l'écriture de Dreyfus, quand au début de cette année 94, il avait été stagiaire chez moi. À mon avis, c'est l'écriture. Alors vous voyez, il faudra se rappeler ceci, que ce Daboville, ce lieutenant-colonel Daboville, c'est celui en somme qui a accroché l'affaire Dreyfus, parce que c'est lui qui a prononcé pour la première fois le nom du capitaine Dreyfus, en disant, c'est l'auteur de ce mystérieux bordereau. Laissez-moi ouvrir là une petite parenthèse, j'ai l'impression que le lieutenant-colonel Daboville, il se serait moins empressé de reconnaître, en se trompant, l'écriture de Dreyfus sur le bordereau, s'il ne s'était pas agi d'un juif. Jamais on a vu encore d'officier juif passer à l'état-major. Ça avait été un scandale lorsque ce juif, Alfred Dreyfus, avait été stagiaire à l'état-major. Dans les bureaux, on n'en voulait pas, on essayait de se le refiler. Il y avait à ce moment-là un antisémitisme affreux dans l'armée, et le gouvernement tolérait des choses que je trouve, pour ma part, inadmissibles. Il y avait un journal qui s'appelait La Libre Parole, dirigé par Drummond, et qui périodiquement, depuis 1892, faisait, je ne sais pas, tous les mois ou tous les 2 mois, un article intitulé « Les Juifs dans l'armée », désignant nommément les officiers juifs et concluant chaque fois qu'un juif était un traître en puissance. Bon, alors voilà que Dreyfus, ce malheureux Alfred Dreyfus, est désigné comme l'auteur du bordereau. Bien entendu, il faut vérifier l'affirmation de M. Daboville. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le ministre de la Guerre, Mercier, va convoquer le meilleur expert de France, c'est-à-dire l'expert de la Banque de France, qui s'appelait M. Gobert. Gobert met 3 jours pour se prononcer, il réfléchit bien, il travaille bien, il fait des comparaisons d'écriture,
Et il dit au ministre de la Guerre Mercier, non, vous vous trompez, enfin, ou plutôt M. Daboville se trompe, il n'y a pas de ressemblance réelle entre l'écriture du nommé Dreyfus et l'écriture du bordereau. Néanmoins, pour des raisons que nous verrons, Mercier, ministre de la Guerre, fonce. Et il va appeler un autre expert, qui du reste n'était pas un expert, c'était le chef du service anthropométrique à la préfecture de police, on se demande pourquoi il l'avait choisi, et il demande à ce garçon qui s'appelle Bertillon, il lui dit, vous allez me faire un nouveau rapport sur l'expertise, sur le bordereau. Avant, attention, avant que Bertillon n'ait remis son rapport, à la date du 12 octobre 1994, Mercier, ministre de la Guerre, décide l'arrestation du capitaine Dreyfus. Cette arrestation a lieu le dimanche 15 octobre à 9 h du matin. Dreyfus a été convoqué au ministère de la Guerre, on lui met la main sur l'épaule, on lui dit vous êtes inculpé de trahison en prison. Alors Mercier va charger un officier qui s'appelle le commandant Dupaty de Clam de faire l'enquête. Dupaty de Clam est un brave homme qui n'était pas un homme très remarquablement intelligent, qui était fort honnête. Et Dupaty de Clam va essayer de trouver des informations sur ce Dreyfus. Voyez-vous, d'habitude, lorsqu'il s'agit d'une trahison, il y a deux explications possibles, il n'y en a même jamais que deux. L'explication banale, l'explication courante, c'est l'argent. Le traître est un type payé. Ou il y a parfois une explication idéologique, c'est-à-dire le traître est un homme qui, non pas par besoin d'argent, mais par haine de tel pays, renseigne le pays adverse. Alors Dupaty cherche à comprendre qu'est-ce que c'est que ce Dreyfus. Il s'informe. Dreyfus est un homme riche, personnellement riche, un Alsacien, et il a épousé une fille très riche, qui s'appelle la fille Adamar, fille d'un diamantaire parisien. Donc ils ont beaucoup d'argent, il ne semble pas qu'il en ait besoin. Mais vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui en dépensent énormément. Alors est-ce que Dreyfus est un dépensier? Pas du tout, c'est un homme qui vit avec sa femme et ses deux enfants, très tranquillement, rien sur lui, on fait des enquêtes de police, on le surveille, on regarde, il n'a pas de maîtresse, connue du moins, il ne va pas dans les clubs, il ne joue pas, il ne va pas aux courses, enfin, c'est pas un homme qui dépense. Alors pas d'explication, on ne voit pas du point de vue matériel, financier, pourquoi cet homme aurait trahi. Autre explication, idéologique, alors ce serait un gars qui déteste la France. Ça ne va pas non plus, parce que justement c'est un Alsacien, vous savez qu'à ce moment-là l'Alsace est possédée par l'Allemagne, une partie de la famille Dreyfus est restée dans les environs de Mulhouse, ils ont là une industrie, les Dreyfus qui sont restés là-bas gagnent beaucoup d'argent, et lui, précisément pour ne pas être sous la domination allemande, il a choisi de venir vivre en France, il a fait ses études militaires, passé par Saint-Cyr, et le voilà maintenant qui a une petite solde d'officier parce qu'il l'a choisi. Pas d'explication, quoi. Alors contre lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le nouveau rapport de Bertillon. Alors celui-là, Bertillon a dit oui, je crois que c'est l'écriture de Dreyfus. Mais contredit par le rapport de Gobert, on va faire une expertise cette fois par 5 experts. Les experts vont se diviser. Il y en a 3 qui vont dire oui, c'est Dreyfus, 2 qui vont dire non, c'est pas Dreyfus. Toujours est-il que l'affaire se présente tellement mal que le 29 octobre 1994, Dupaty de Clam remet un rapport, terminant son enquête, remet un rapport au général Mercier, et lui dit, à mon avis, mon général, il faut abandonner les poursuites. C'est pas l'avis de Mercier. Mercier est absolument résolu à faire passer en jugement et à faire condamner Dreyfus. Le 28 novembre, Mercier va faire quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Il a été interviewé par un journaliste du Figaro, et il répond à ce journaliste qui lui dit, alors cette affaire de l'officier emprisonné, oui, dit Mercier, nous avons toutes les preuves de sa culpabilité, et il sera infailliblement condamné. Vous comprenez bien qu'il ne pouvait pas faire une déclaration pareille, puisqu'il est ministre de la Guerre, et que cet homme, Dreyfus, va passer en jugement. C'est donc le ministre de la Guerre qui préjugeait le jugement du Conseil de guerre, et qui semblait donner instruction aux officiers du Conseil de guerre, vous allez me condamner ce type-là. Alors c'était tellement maladroit ce qu'avait fait Mercier, qui était ministre de la Guerre, je vous le dis, que le président du Conseil, Dupuis, lance un démenti dans la presse, et dit un journal, qui était le Figaro, a attribué au ministre de la Guerre telle déclaration qu'il ne peut pas avoir faite, c'est inexact, le journaliste a mal compris, on ne peut pas préjuger le jugement qui aura lieu. Le Figaro imprime le démenti parce que c'est l'ordre gouvernemental, mais fait suivre une petite note disant mais notre correspondant, notre rédacteur, l'homme qui a interviewé Mercier, sait très bien que le général lui a dit les paroles qui ont été rapportées. Alors c'est à la fin de décembre que Dreyfus va passer en jugement. Et Mercier fait du mauvais sang, parce que les juges qui vont avoir à juger sur pièce, qu'est-ce qu'ils ont dans leur dossier? Ils n'ont rien. Rien. Ils ont le bordereau d'un côté et l'écriture de Dreyfus, et il y a une ressemblance entre l'écriture de Dreyfus et l'écriture du bordereau, ressemblance niée par l'expert Gobert, affirmée par l'expert Bertillon, et niée et affirmée, puisqu'il 3 contre 2, par les 5 autres experts. Alors Mercier se dit, il y a toutes les chances pour que, en présence d'un dossier à ce point vide, les juges militaires ne décident pas de relaxer ce Dreyfus. Et il ne le veut pas, Mercier. Alors Mercier va commettre le dernier jour du procès, ce qu'il faut bien appeler, ce n'est pas de la polémique, c'est un fait,
une forfaiture. Qu'est-ce que c'est que la forfaiture de Mercier? Eh bien voilà, le dernier jour, les juges avaient terminé, le procès était fini, les juges militaires s'étaient rassemblés dans une pièce, c'était le 22 décembre à 18h, et dans cette pièce, ils devaient discuter le coup pour savoir quel verdict ils allaient prononcer. C'est à ce moment-là, les débats étant terminés, que le ministre de la Guerre fait porter à ces juges qui sont réunis dans la petite salle de la Libération, leur fait porter ce qu'on va appeler le dossier secret. Pourquoi est-ce qu'il y a forfaiture? Parce que dans tout procès, qu'il s'agisse d'un procès civil ou procès militaire, on ne peut pas faire intervenir une pièce dont l'accusé n'a pas connaissance et dont son avocat, qui était maître de manche, n'a pas connaissance non plus. Une pièce clandestine. Dans ce dossier secret, il y avait 4 pièces. On le sait aujourd'hui, il y en avait 3 qui étaient sans valeur, qui étaient, comme on dit, des pièces de comparaison pour montrer l'écriture. Et puis la 4e pièce, elle est intéressante. C'était une lettre de l'attaché militaire allemand, Schwarzkoppen, à l'attaché militaire italien à Paris qui s'appelait Panizzardi. Et dans cette lettre, Schwarzkoppen disait à son collègue l'italien Panizzardi, « Je vous envoie 12 plans directeurs de Nice. » Des plans directeurs, c'est des plans extrêmement minutieux de fortification. Donc, je vous envoie 12 plans directeurs de Nice que ce canaille de D, nous disons en français cette canaille, mais Schwarzkoppen écrivait en français approximatif, que ce canaille de D, des majuscules, m'a remis à votre intention, vous l'italien Panizzardi. Il n'y avait que D dans le document. Mais puisque le ministre de la Guerre engageait en somme sa parole, puisqu'il communiquait aux juges cette pièce en leur disant, vous voyez, il y a une pièce secrète où on voit bien que D c'est Dreyfus, les juges vont à l'unanimité déclarer Dreyfus coupable. Alors Dreyfus va être condamné au maximum. À ce moment-là, il n'y avait pas encore la peine de mort, mais Mercier va changer ça. Dans quelques mois, Mercier fera voter la peine de mort pour les traîtres. Le maximum pour un traître, c'est à ce moment-là, s'il était militaire, la dégradation militaire et la détention à vie dans une enceinte fortifiée. Ah ben, Dreyfus a naturellement le maximum, il va être dégradé, et il va être conduit, vous le savez sans doute, dans cette petite île au nom prédestiné, l'île du Diable, qui était une possession française dans l'Atlantique au large de la Guyane. C'est le 5 janvier 1995 que le malheureux et innocent capitaine Dreyfus va être dégradé dans la cour de l'école militaire de Paris. On a souvent raconté cette dégradation, ça a été en effet abominable, il y avait 4000 hommes de troupes qui avaient été rassemblés. Devant ces 4000 hommes de troupes, on fait avancer Dreyfus, qui est encadré par 4 soldats. Il y a un adjudant de la garde républicaine qui a été choisi pour sa taille exceptionnelle, il a plus de 2 mètres de haut, qui va procéder à la dégradation proprement dite, c'est-à-dire qu'il va lui arracher ses galons et ses boutons qu'on a préalablement décousus pour que ce soit plus facile. Puis il a une inspiration, l'adjudant, enfin pour que ce soit plus drôle, quand il a pris le képi de Dreyfus pour arracher les galons, il a donné un coup de poing dans le képi, puis il lui a remis sur la tête, képi pointu maintenant, une espèce de bonnet de clown. Et c'est dans cet attirail que Dreyfus va être obligé de passer devant le front des troupes, enfin sur le quadrilatère des hommes rassemblés là, entouré de ces 4 soldats sabre clair, et ce malheureux gaillard, tous les 10 pas, il marche au pas, tous les 10 pas, spasmodiquement, il criait « Je suis innocent, vive la France !» Bon, il est parti, le voilà à la Guyane maintenant, dans son île du Diable. Il n'y a pas d'affaire Dreyfus, il faut bien comprendre ça, il n'y a pas d'affaire Dreyfus, parce que tous les Français qui ont lu cette histoire dans les journaux sont convaincus qu'il ne peut pas y avoir une erreur pour une chose si grave, puisque le conseiller de guerre, à l'unanimité, a reconnu coupable Dreyfus, c'est que malheureusement, cet homme était un traître. Pas d'affaire Dreyfus. Les mois passent. Nous voilà maintenant en mars 96. Vous voyez, 5 janvier 95, mars 96. En mars 96, le service français des renseignements, le SR, a changé de titulaire. Sander était tombé malade au milieu de 95, il avait été remplacé par un lieutenant-colonel Picard. En mars 96, le colonel Picard a à son tour entre les mains un très curieux document. Cette fois, il ne s'agit plus d'une lettre mystérieuse, non datée et non signée, qui aurait été trouvée dans la corbeille à papier de Schwarzkoppen. Il s'agit cette fois de quelque chose qui vient encore de la corbeille à papier de Schwarzkoppen, c'est toujours la femme de ménage qui l'a apporté au SR, mais c'est un petit bleu, ce qu'on appelait à ce moment-là un petit bleu, c'est un pneumatique. Un petit bleu que Schwarzkoppen avait écrit, puis s'était ravisé, il l'avait déchiré en petits morceaux, il l'avait laissé tomber dans un café à papier, et Mme Bastien l'avait piqué là. Ce petit bleu était adressé à un officier français, à un major d'infanterie, le major Esterhazy, 27 rue de la Bienfaisance. Notez que ce n'est pas tout à fait extraordinaire, enfin, qu'un officier allemand accrédité à Paris dans une mission militaire s'adresse à un officier français, ça pouvait être pour une invitation au bridge, pas quelque chose de mondain. C'était le texte de ce petit bleu qui était inquiétant. En effet, Schwarzkoppen disait à ce commandant Esterhazy, il lui disait « J'ai besoin d'avoir de vous des explications écrites pour savoir si oui ou non je peux continuer mes relations avec la maison R, R majuscule, c'est tout.
C'était inquiétant, hein, mais enfin, ça prouvait rien, parce que cette maison R, ça pouvait être je ne sais quel fournisseur, moi, un tailleur, marchand de primeur, enfin ce que vous voudrez. Enfin, ça valait la peine de faire une enquête. Alors Picard fait faire une enquête sur Esterhazy. Et autant l'enquête sur Dreyfus avait abouti à considérer ce Dreyfus comme un parfait honnête homme, autant l'enquête sur Esterhazy offre des résultats inquiétants. Esterhazy, il est marié, lui aussi, comme Dreyfus, et même avec une fille de la noblesse. Il a 2 enfants, cette femme. Seulement, il ne vit pas avec sa femme. Il l'a abandonnée, elle et les 2 enfants. Et il vit avec une ancienne prostituée, qui est maintenant entretenue par lui, qui s'appelle Marguerite Pays. Il paye son loyer, il habite là avec elle, 27 rue de la Bienfaisance. D'autre part, c'est un individu couvert de dettes. C'est un joueur, c'est un homme qui a eu des histoires impossibles. 2 fois, il a failli se faire chasser de l'armée, ce sont des interventions politiques qui l'y ont maintenu. Enfin, le personnage le plus suspect. Par conséquent, ça devient mauvais, son cas. Picard continue. Et un jour, le lieutenant-colonel Picard reçoit, si je puis dire, un coup au cœur, parce qu'il s'est procuré de l'écriture d'Esterhazy, et quand il regarde l'écriture d'Esterhazy, il s'aperçoit que cette écriture, je ne dis pas ressemble à l'écriture du fameux Bordereau, mais c'est l'écriture du Bordereau. L'identité est absolue. Alors Picard est assez bouleversé, il se dit quoi? Alors, par conséquent, le type qui est au bagne depuis 95, puis 1 an, puis plus d'1 an, il est innocent. Et j'ai mis la main sur celui qui a vraiment écrit le Bordereau sur lequel l'infortuné Dreyfus a été condamné. Alors qu'est-ce qu'il fait, Picard? Il fait ce qu'il devait faire, il prend son temps du reste, parce qu'il sent qu'il a une histoire dangereuse entre les mains, et il va voir ses chefs. Ces 2 chefs, c'est le général Gons, G-O-N-S-E, Gons, sous-chef de l'état-major général de l'armée, et le général Le Mouton de Boisdeffre, chef suprême de l'armée. Et Picard a la stupeur d'entendre ces 2 généraux, l'un après l'autre, lui tenir le même langage. Ils lui disent « Ah, vous avez trouvé un nouveau traître !» C'est assommant, l'armée est remplie de traîtres. Bon, épinglez-le, mais alors allez-y doucement, il ne faut pas d'histoire, il faut être sûr de votre coup. Mais on ne reparle pas de l'affaire Dreyfus. Ah, Picard dit « Mais mon général, enfin, vous ne comprenez pas. Je ne dis pas que j'ai trouvé un nouveau traître. Je dis j'ai trouvé le traître, à la place duquel il y a un innocent à l'île du diable. » Visage de marbre des 2 généraux, qui lui disent « Vous nous avez bien compris, colonel. On ne rouvre pas le dossier Dreyfus. C'est fini. Dreyfus restera condamné. » Picard s'aperçoit très rapidement qu'il a fait une erreur en soulevant, si je puis dire, ce lièvre. Parce que lui, SR, chef du SR, il doit rester à son bureau, chef du service des renseignements, centraliste des renseignements, il est à Paris, quoi. Alors on l'envoie brusquement en mission. On lui dit, vous avez une mission d'inspection à faire du côté de la frontière de l'Est. Il y va. Puis quand il a terminé son inspection, il envoie le télégramme, mission terminée, je rentre. Pas du tout, effet de boomerang, enfin on lui revient un autre télégramme qui dit, vous avez une seconde mission à faire, cette fois vous allez à Besançon. Il commence un peu à se méfier, en effet, quand il fait sa mission d'inspection à Besançon, il envoie son 2e télégramme, mission terminée, je rentre. Pas du tout, vous partez pour Marseille. Et quand il arrive à Marseille, il reçoit là un ordre d'affectation. Il est envoyé, lui, chef du SR, tout simplement au commandement d'un régiment de tirailleurs à Sousse, en Tunisie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on n'a pas voulu le dégommer d'une manière ouverte, mais on lui a retiré, doucement, sans histoire, clandestinement, on lui a retiré ses fonctions de chef du SR. On l'envoie au fin fond de la Tunisie, il doit se tenir tranquille. Et effectivement, il se tient tranquille. Il ne dit rien. Cependant, la famille Dreyfus, Madame Dreyfus, qui sait bien que son mari est innocent, et le frère de Dreyfus, qui s'appelle Mathieu Dreyfus, cherche tous les moyens d'obtenir la réhabilitation du frère et du mari injustement condamnés. Ils ont obtenu des Dreyfus un renseignement. Ils ont su, par une indiscrétion qui vient du président de la République, enfin c'est trop long à vous expliquer, ils ont su la forfaiture qui s'était commise de la part de Mercier pendant le procès. Alors ils ont pris un collaborateur qui s'appelait Bernard Lazare, qui savait bien écrire, et ils ont demandé à Lazare de faire une brochure là-dessus. La brochure de Bernard Lazare va paraître le 8 novembre 1996. Ça s'appellera « Une erreur judiciaire, la vérité sur l'affaire Dreyfus ». Mais le seul document, et c'est même pas un document, enfin le seul argument qu'a Bernard Lazare et que possède la famille Dreyfus, c'est le procès doit être refait parce qu'il y a eu un vice de forme, enfin une irrégularité très grave, communication de pièces à l'insu de l'accusé et de son avocat. Ça paraît le 8 novembre. Aucun résultat, enfin les gens lisent ça avec une indifférence complète en se disant ne c'est pas sérieux. Néanmoins, un député, je vous raconte une histoire qui a l'air sans importance, mais ça aura beaucoup d'importance pour la suite. Un député, qui s'appelait Castellin, veut interpeller le gouvernement sur ce qu'il croit être une espèce de manœuvre pour remettre en cause la culpabilité de Dreyfus et le jugement du Conseil de guerre. Alors l'interpellation va avoir lieu le 18 novembre 1996, et le nouveau ministre de la guerre, qui était aussi un général, qui s'appelle Villot, ce jour-là, 18 novembre 1996, dit comme négligemment à la tribune de l'Assemblée, enfin il y a une brochure qui est apparue là-dessus, c'est pas intéressant, le capitaine Dreyfus a été
et là je vous assure qu'il avait pesé ses adverbes, a été justement et régulièrement condamné. Justement, ça veut dire qu'il a été condamné avec justice parce qu'il a été coupable. Il a été régulièrement condamné. Il n'y a pas de vice de forme, quoi que raconte la famille Dreyfus. Bon, toujours pas d'affaire Dreyfus. Troisième temps. Nous sommes maintenant en juin 97. Il y a donc 2 ans que Dreyfus est au bal. Juin 97. Le lieutenant-colonel Picard, qui était à Sousse, comme vous savez, a demandé un congé. Et il s'est rendu à Paris. Et le 21 juin 97, à Paris, dans le bureau d'un avocat, qui était un de ses amis, qui s'appelait l'avocat Leblois, lequel était aussi conseiller municipal de Paris. Dans le bureau de l'avocat Leblois, Picard mange le morceau. Et il dit à Leblois tout ce que je viens de vous raconter. Il lui dit, j'ai eu entre les mains la preuve que Dreyfus est innocent, je sais qu'elle est le coupable, il s'appelle Esterhazy, ne bougez pas Leblois, enfin il fallait que vous sachiez ça, vous bougerez lorsque je vous dirai de le faire. Eh bien, Leblois va ne pas respecter cette consigne parce que se taire dans une question pareille, ça lui paraît impossible, étant donné qu'il y a un innocent qui est là-bas au bal. Et comme lui est un petit personnage parisien, il n'a pas la surface suffisante pour faire ce qu'il veut faire, il va chercher quelqu'un d'important, quelqu'un qui pourra se faire écouter pour prendre en main cette affaire de réhabilitation. C'est là où Leblois pense à M. Scheurer-Kestner, vice-président du Sénat, c'était un Alsacien, il prononçait lui Scheurer-Kestner, mais les Français disaient Scheurer-Kestner, vice-président du Sénat, un vieil homme qui est entouré d'une estime générale, c'est un homme du centre, il n'a d'ennemis ni à droite ni à gauche, en plus patriotisme indiscutable, c'est un Alsacien, il a été autrefois député protestataire, enfin il est parfait, c'est un homme tranquille, c'est un homme calme. Alors pour accrocher une pareille affaire, il fallait justement un homme calme et respecté. Alors Scheurer-Kestner voit le dossier, que lui a expliqué Leblois, il dit mais c'est évident, quoi, il faut absolument faire réhabiliter ce capitaine innocent. Et Scheurer va trouver le ministre de la guerre, qui était toujours Billaud, dont je vous parlais il y a un instant. En plus, Scheurer tutoie Billaud. Alors j'ai vu le récit de Scheurer-Kestner, c'est pas encore publié aujourd'hui, le récit de sa visite à Billaud. Il est amené chez lui et il lui a dit, mon vieux, j'ai entre les mains l'histoire du tonnerre du Dieu, c'est très grave. Le conseiller de guerre s'est trompé, on a condamné un innocent. Je comprends bien que si la politique s'en mêle, si les vilains, enfin les socialistes, après une chose comme ça, ils vont prendre prétexte pour faire une campagne contre l'armée, il ne faut pas de ça. Il faut que ce soit toi, Billaud, ministre de la guerre, qui prenne l'initiative de l'affaire, de la révision. Tu diras, ben, c'est pénible à dire, en fait, tu diras, un conseiller de guerre s'est trompé, mais il s'est trompé loyalement. Alors nous réparons tout de suite. On met à la place le vrai coupable, qui s'appelle Esterhazy, puis on va couvrir d'honneur ce malheureux Dreyfus, on va lui offrir de l'argent, il n'en voudra pas, mais je sais pas, moi, on va le nommer tout de suite colonel, on va le décorer. Billaud dit, oui, c'est sérieux, en effet, ce que tu m'apportes, il y a un dossier dramatique. Mais tu sais, moi, je suis ministre de la guerre, un ministre de la guerre, ça change. Ce qui persiste dans l'armée, c'est le chef d'état-major général. C'est Boisdeffre, quoi, le mouton de Boisdeffre. Il faut que j'ai l'accord de Boisdeffre. Alors les jours vont passer, et Billaud ne fera rien, parce qu'il en a parlé à Boisdeffre. Et Boisdeffre a dit au ministre ce qu'il avait déjà dit à Picard. Pas question, mais pas question, de rouvrir le dossier de Dreyfus. Dreyfus est condamné, il restera condamné. Alors Scheurer dit à Billaud, qu'il le revoit, il lui dit, écoute mon vieux, puisque l'armée ne veut pas marcher, ben je vais marcher moi. Et je te donne 15 jours, hein, le 15 novembre. Si tu n'as pas bougé, si l'armée n'a pas pris l'initiative de la réhabilitation, je fonce. Billaud est très embêté, mais rien, il ne peut pas, puisqu'il est tenu par l'armée, par Boisdeffre. Alors le 15 novembre, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer 2 choses qui ont été conjuguées. Ce 15 novembre, lui, Scheurer-Kestner, va publier dans la presse une lettre révélant la forfaiture de 94 pour faire casser le jugement, pour vice de forme. Et le même jour, Mathieu Dreyfus, le frère de Dreyfus, qui a été informé par Scheurer-Kestner, fait une lettre au ministre de la Guerre, également une lettre ouverte, enfin imprimée dans tous les journaux parisiens, disant, Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de solliciter non pas de votre bienveillance, mais de votre justice, la réhabilitation de mon frère innocent, et je suis en mesure de vous désigner le vrai coupable, qui s'appelle le commandant Esterhazy. Le nom est imprimé pour la première fois. Alors maintenant, il y a eu l'affaire Dreyfus. Jusqu'à présent, personne n'en parlait, ou un tout petit groupe de gens, très très silencieux, enfin dans l'état-major. Mais le 15 novembre 97, toute la France, et bientôt l'Europe, va s'occuper de cette histoire. L'épreuve était donc là, puisqu'il y avait une ressemblance d'écriture flagrante entre l'écriture d'Esterhazy et l'écriture du Bordereau. Le journal Le Figaro, qui prenait fait et cause pour la vérité et pour la justice, avait même fait une affiche, 300 000 exemplaires dans les rues de Paris. Cette affiche comportait, elle était en 2 parties, hein, deux parties parallèles. Alors d'un côté, il y avait une reproduction d'une lettre d'Esterhazy et une lettre, je vous assure, assez extraordinaire, un peu une lettre qu'il avait écrite autrefois en 1882 à une de ses maîtresses. Il s'était brouillé avec cette maîtresse parce qu'il lui avait escroqué 30 000 francs, et alors cette femme avait vendu le document au Figaro, une lettre inouïe, écrite par un officier français, Esterhazy, lequel disait,
Ma joie, enfin mon ambition, ce serait d'entrer un jour dans Paris à la tête d'un escadron de Uhlans. Vous savez, les hussards prussiens, quoi. Et de sabrer 100 000 Parisiens. Ça avait pas mal d'allure de la part d'un officier français. Alors donc, cette lettre paraissait en facsimilé le Figaro, à l'affiche du Figaro, et de l'autre côté, le facsimilé du bordereau. Tout le monde voyait l'identité de l'écriture. Alors les quelques amis de l'innocent, de Dreyfus, étaient tranquilles un peu. Ils se disaient, quand ce type va passer en conseil de guerre, il ne peut pas ne pas passer en conseil de guerre, ben, sa condamnation est certaine, puisque l'identité d'écriture est là, tout le monde l'a vu. Ben, je crois que vous savez ce qui va se passer. Le deuxième conseil de guerre va se réunir le 10 janvier 98. Il avait fallu 4 jours au premier conseil de guerre, celui de 94, pour déclarer coupable l'innocent Dreyfus. Il ne faudra pas 48 heures au deuxième conseil de guerre, 10 et 11 janvier 98, pour déclarer innocent le coupable Estérel. L'état-major avait gagné. Alors les dreyfusistes, comme on disait à ce moment-là, avaient les bras cassés, on ne peut plus rien faire. Si, il y a quelqu'un qui a une idée, un civil, Zola. Zola s'est dit, puisque c'est couru maintenant, c'est vu, quoi, tant qu'on laissera cette affaire entre les mains de la justice militaire, la vérité sera étouffée. Alors il faut arracher de force cette affaire à la justice militaire. Il faut la traîner devant la justice civile, parce que là, on peut tout dire. Alors je vais me faire poursuivre, disait Zola. Et il a écrit cette fameuse lettre au président de la République qui s'appellera « J'accuse », où il accuse nominativement des gens. Il dit « J'accuse Mercier d'avoir commis une forfaiture. J'accuse le premier conseiller de guerre d'avoir condamné un innocent. J'accuse le deuxième conseil de guerre, le conseil de guerre de Esterhazy, d'avoir sciemment déclaré innocent un coupable. » Et il ajoutait, Zola, et je sais parfaitement que faisant ce que je fais, je me place sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse, concernant la diffamation, et c'est volontairement que je le fais, car je veux être poursuivi devant les assises. Boisdeffre est très ennuyé. Boisdeffre voit la manœuvre de Zola. Boisdeffre voit que Zola a imaginé d'arracher cette affaire au bureau militaire pour la passer devant un tribunal civil. Alors pendant 6-7 jours, Boisdeffre va insister auprès du gouvernement pour dire ne poursuivez pas Zola. Pas moyen de ne pas le poursuivre. Zola a accusé l'état-major, enfin, crime de lèse-majesté, il faut qu'il soit poursuivi. Alors il sera poursuivi. Il va passer en jugement à partir du 7 février jusqu'au 23 février. Et naturellement, l'armée s'est arrangée pour qu'il soit condamné, vous pensez, il sera condamné, au maximum. 1 an de prison, 3 000 francs d'amende, mais il a gagné tout de même. Il a gagné parce que cette fois, la publicité des débats était ouverte. Parce qu'il y avait toute la presse qui en parlait, même vraiment, on peut presque dire la presse mondiale. Alors quand on voyait jour par jour les comptes rendus des débats, on s'apercevait que cette histoire qui était claire en apparence, ne l'était pas du tout. Et qu'il y avait toutes sortes de chances pour que l'armée couvrît quelqu'un. Couvrît, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Quels étaient ces mystères? Qu'est-ce que c'était ces souterrains? Bon, l'armée, enfin la haute armée semble avoir gagné puisque Zola est condamné. Mais regardez ce qui se passe à ce moment-là. Il a été condamné le 23 février 98. Le 1er avril 98, le ministre de la Guerre prescrit au SR de refaire le dossier Dreyfus. Au cas où on ne sait pas, enfin, au cas où des civils y mettraient le nez, au cas où il y aurait une révision. Il faut refaire le dossier, il faut le remplir ce dossier. Vous savez, il était éthique, enfin, il n'y avait rien. Il va devenir obèse. Il y aura maintenant 340 pièces. Nous y reviendrons là-dessus. Et puis d'autre part, on voit les principaux meneurs de l'opération se retirer. On voit Henri, par exemple, le commandant Henri, qui était acharné à la culpabilité de Dreyfus, qui déclare à ce moment-là qu'il en a assez de rester au SR, qu'il voudrait aller dans une campagne, faire une campagne coloniale, enfin c'est plus agréable, et puis, dans un langage que j'ose à peine rapporter ici, il dit, oh, je ne veux pas rester au SR, on n'y attrape que des coups de pied, etc. Bon. Et puis d'autre part, voilà Gons, le général Gons, vous savez, le sous-chef, qui a des douleurs d'entrailles, il sortit à ce moment-là. Et puis voilà Boisdeffre, qui a un anthrax dans le dos. Il dit, oh non, je souffre beaucoup, enfin je peux plus rester là où je suis, est-ce qu'on pourrait pas me nommer ambassadeur à Saint-Pétersbourg? Ils sont en train de partir. Alors, le nouveau ministre de la guerre, cette fois c'est un civil, il s'appelle Cavaignac, décide de vider l'abcès. Tout le monde parle de cette histoire Dreyfus. Et il dit, je vais déclarer à la tribune de la Chambre la vérité là-dessus. Et le 7 juillet 98, Cavaignac va donner lecture d'une certaine pièce, le document écrasant, enfin le document qui prouve la culpabilité de Dreyfus. Un document qu'on ne connaissait pas encore en 94, mais qui était intervenu en 96, au moment, vous vous rappelez, où Castelin, le député, voulait faire une interpellation sur les manœuvres de la famille Dreyfus, et paraît-il, on avait trouvé, enfin le SR avait saisi à ce moment-là, une petite lettre au crayon, écrite par l'attaché militaire italien, Panizzardi, à son collègue allemand Schwarzkoppen, et la voilà, cette petite lettre que Cavaignac va lire à la tribune de l'Assemblée nationale. Il va dire, mon cher ami, j'apprends qu'un député va interpeller sur Dreyfus. Cette fois, il n'y avait pas D, il y avait Dreyfus. Si on me demande à Rome de nouvelles explications, je dirai que jamais j'avais eu des relations avec ce juif. Et si on vous demande, vous, de Berlin,
Dites comme moi, car il ne faut pas qu'on sache jamais personne ce qui nous est arrivé avec lui. Évidemment, c'était écrasant. C'est la preuve que Dreyfus était coupable. Ça se passe le 7 juillet 98. Le 30 août 98. Le 30 août 98. Henry, le lieutenant-colonel Henry, va avouer dans le bureau du ministre de la Guerre que c'est lui qui a fabriqué ce document, que c'est un faux. Alors il est incarcéré le soir du 30 août, le 31 août dans l'après-midi, à 6 heures du soir, quand on vient lui apporter sa nourriture, là au Mont-Valérien, pas moyen d'ouvrir sa porte, il s'est barricadé, alors on enfonce la porte, et on trouve le colonel Henry étendu sur cette couchette, la gorge coupée, mort, et tenant un rasoir dans la main gauche, alors qu'il n'était pas gaucher. Madame Dreyfus immédiatement s'empare de l'affaire pour dire, eh bien, le seul document contre mon mari s'est écroulé puisque Henry a avoué que c'est un faux, je demande la réhabilitation. Il faudra beaucoup de temps pour que la Chambre se décide et pour que la Cour de cassation se décide, mais elle se décidera. Si bien que le 3 juin 99, Dreyfus va être déclaré, enfin, on va casser, la Cour de cassation va casser le jugement. Il va être déclaré prévenu, vous comprenez, prévenu, mais non plus condamné, puisque la Cour de cassation casse le jugement de 94. Il faut qu'il repasse en jugement devant le Conseil de guerre. Un deuxième Conseil de guerre pour Dreyfus. Celui-là se réunira à Rennes, parce que l'opinion publique est tellement alarmée, est tellement alertée sur l'affaire Dreyfus, que si ça se passe à Paris, il y aura peut-être des bagarres. Alors on a choisi Rennes, loin, en Bretagne, tranquille. Un très long deuxième procès, qui s'ouvrira le 7 août, et qui se terminera le 9 septembre 99. Mais le 9 septembre 99, alors cette fois, les juges du Conseil de guerre vont se prononcer, oh, il n'y aura plus d'unanimité. Vous comprenez bien qu'ils ne vont pas démentir leurs camarades, leurs collègues de 94, mais enfin ils seront séparés. Sur les 7 juges, il y en a 5 qui reconnaîtront Dreyfus coupable, il y en a 2 qui diront qu'il est innocent, alors finalement Dreyfus sera recondamné, mais avec circonstances atténuantes. Et personne ne comprendra ce que peuvent être les circonstances atténuantes d'une trahison. En réalité, tout était combiné déjà avec le gouvernement et avec l'armée, on allait faire cette espèce de faux jugement de condamnation, parce que 10 jours plus tard, exactement le 19 septembre, le gouvernement va gracier Dreyfus. À la suite de cette grâce va intervenir une amnistie, c'est-à-dire que tout fait connexe en rapport avec l'affaire Dreyfus sera amnistié d'avance, on n'en parlera plus, on passe l'éponge, c'est fini. Dreyfus est gracié, mais il n'est pas réhabilité. Et il veut être réhabilité. Il faudra encore des années. C'est Jaurès qui va s'en occuper grâce au ministère Combes. C'est en 1903 qu'on reprendra le processus de réhabilitation. Deuxième déclaration de la Cour de cassation qui cassera en 1906 le jugement de 99, qui le cassera sans recours, sans report, c'est-à-dire il est cassé, donc Dreyfus est reconnu innocent. Et le 12 juillet 1906, dans la cour de l'école militaire, là où Dreyfus avait été dégradé, eh bien ce jour-là, devant 4000 hommes de nouveau, il sera décoré de la Légion d'honneur. L'affaire Dreyfus avait duré 12 ans. Nous avions vu l'autre jour une espèce de perspective générale de l'affaire Dreyfus. Maintenant, je voudrais regarder avec vous, dans le détail, certains points intéressants.
Première chose, le rôle de Mercier. Vous vous rappelez, je vais expliquer que c'était extraordinaire de voir ce général Mercier, le ministre de la Guerre, qui s'était précipité sur cette affaire Dreyfus, qui avait décidé l'arrestation, qui avait ensuite décidé la condamnation, alors que Dupaty-Clam, l'homme chargé de l'enquête, lui avait dit le 29 octobre, non, il n'y a pas moyen, on ne peut pas poursuivre, il n'y a rien. Alors essayons de comprendre, qu'est-ce qui s'est donc passé chez ce Mercier? Ben, il y a deux choses qu'il faut que vous sachiez, il y en a une qui est banale, qui est courante maintenant, et une autre que l'on sait moins. Première chose, pourquoi est-ce que Mercier s'est si passionnément intéressé à cette affaire? Voici. Quand on dit Mercier aujourd'hui, il n'y a pas longtemps encore, François Mauriac parlait de Mercier dans un éditorial, enfin dans un de ses blocs-notes, et semblait confondre le général Mercier avec ce qu'on appelle aujourd'hui un général activiste, un général d'extrême droite. Mais en 1994, lorsque l'affaire va commencer, Mercier est passé au contraire dans le ministère pour un général, comme on dit, de gauche, un général républicain. C'était très facile à ce moment-là de se faire passer pour républicain, il suffisait de pas aller à la messe. Alors un général qui ne va pas à la messe, il était républicain. En outre, je crois qu'il appartenait à la franc-maçonnerie. Alors, ce Mercier, dans l'équipe gouvernementale, il était détesté, vous savez, il était haï par la droite nationaliste. On cherchait à le faire tomber. Et pendant l'été de 94, et vous vous rappelez que c'est en septembre que l'affaire va commencer, pendant l'été de 94, Mercier avait été en but à des attaques forcenées des journaux nationalistes, en particulier parce qu'au milieu de l'été, il avait libéré par anticipation 12 000 hommes du contingent. C'était pas énorme, 12 000 hommes. Mais alors les journaux nationalistes en avaient pris prétexte pour dire il dégarnit la frontière, il est d'accord avec l'Allemagne, enfin c'est un traître. Et il était très embêté, Mercier, il voulait conserver son portefeuille, enfin c'est très humain. Et le ministère lui-même, le ministre, enfin Dupuy, n'avait pas envie de voir son ministre de la Guerre renversé parce que tout le gouvernement était par terre si un ministre était jeté par terre. Alors Mercier cherchait tous les moyens de sauver sa situation parlementaire. Et quand, en septembre, le SR lui apporte comme sur un plat d'argent, c'est l'histoire d'un officier juif qui est un traître, mais il se jette là-dessus, peut-être avec bonne foi, en se disant mais ça va me valoriser du côté de la droite. Enfin ces gens qui me détestent, ils vont dire oh, on avait tort de le détester, il est très bien, il a beau être franc-maçon, enfin lorsqu'il s'agit d'un juif qui a trahi, il n'hésite pas. Bon, alors c'est à partir de ce moment-là que Mercier se dit je vais sauver ma situation parlementaire si je peux arriver à faire condamner Dreyfus. Pas très grave, n'est-ce pas? Pas très grave si Mercier est réellement convaincu de la culpabilité de Dreyfus. Et c'est ce qu'on dit encore beaucoup aujourd'hui. Dans un livre très remarquable, je l'assure, enfin un livre très bien fait, de M. Marcel Thomas, qui a paru un an avant le mien, qui s'appelle L'affaire sans Dreyfus. Thomas dit, oui, Dreyfus, Mercier a fait ça parce qu'il voulait sauver son portefeuille, mais enfin il était convaincu de la culpabilité du capitaine. Je peux vous dire, et je peux vous affirmer, et je peux vous prouver, que le général Mercier savait parfaitement que Dreyfus était innocent. C'est une accusation très grave que je porte là, il faut que je la justifie tout de suite. Mais je vais vous donner deux indications. La première est déjà intéressante, mais n'est pas décisive, et la deuxième est décisive. Première indication. Vous vous rappelez que dans le dossier secret qu'il a communiqué exclusivement au juge, sans que Dreyfus puisse en avoir connaissance, et sans que son avocat, Domange, en eût davantage connaissance. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier secret? Il y avait une certaine petite pièce, une lettre, piquée par le SR, et une lettre qui était de Schwarzkoppen à Panizzardi, l'attaché militaire allemand à l'attaché militaire italien, disant, vous vous rappelez, 6 juin 12, plan directeur de Nice, que ce canaille de D m'a remis à votre attention. Canaille de D. Et D, Mercier disait, c'est Dreyfus. Mais il avait une autre pièce entre les mains, Mercier, une pièce qu'il a cachée au juge militaire. Cette pièce établissait que le nommé D en question, on saura plus tard que c'était un Dubois qui était cartographe à l'armée, ce nommé D touchait 20 francs par plan directeur. Alors tout de même, si Dreyfus avait trahi, Dreyfus qui était riche, ben, il aurait trahi pour une somme un peu supérieure à 20 francs qu'il aurait pris de temps en temps. Ça, c'était le fait visiblement d'un petit espion, d'un petit traître besogneux. C'est pas une preuve décisive. Voilà la preuve décisive. Le 1er novembre 1994, les journaux de Paris donnent pour la première fois le nom de l'officier arrêté. On savait depuis un certain temps qu'il y avait un officier arrêté, on ne connaissait pas le nom. Alors c'est le 1er novembre, à la fin de l'après-midi, quand les journaux de l'après-midi paraissent, vous savez, comme Le Monde aujourd'hui, c'est ce jour-là, en fin d'après-midi, que le nom Dreyfus est répandu dans le public. Alors immédiatement, l'attaché militaire italien Panizzardi envoie une lettre par valise. Vous savez ce que c'est par valise diplomatique, ça personne ne peut les voir. Il envoie une lettre par valise à son gouvernement, à Rome, et il explique, et il dit, ben nous étions fort inquiets, les Allemands et nous, parce qu'évidemment on a des hommes en France, on a des traîtres à notre service. On était inquiets en se disant, qui est le Français sur lequel les services français ont mis la main? Maintenant nous sommes rassurés, ils se trompent, ils ont mis la main sur un nommé Dreyfus que nous ne connaissons absolument pas.
Bien, mais cette lettre est secrète, personne ne la connaît. Panizardi envoie ça par valise son gouvernement. Le 1er novembre au soir. Mais dans la nuit, Panizardi réfléchit et se dit, j'ai dit à mon gouvernement que nous sommes sans rapport avec ce nommé Dreyfus, mais après tout, si l'affaire est énorme, si c'est une trahison considérable, si c'est un officier bien renseigné qui envoie des informations à l'Allemagne et par conséquent à l'Italie, tout ça m'a peut-être passé par-dessus la tête. Les attachés militaires, vous savez, ça doit être des personnages importants, ça arrive qu'ils sont court-circuités par leur service. C'est-à-dire que Panizardi se dit, peut-être bien que Dreyfus était en rapport directement avec Berlin, directement avec Rome aussi, par-dessus la tête de Schwarzkoppen et par-dessus ma tête à moi, l'Italien. Alors le 2 novembre, Panizardi envoie un télégramme à son gouvernement. Un télégramme chiffré, bien entendu, un télégramme qui va arriver en somme en même temps que la lettre envoyée par valise. Et dans ce télégramme, il dit à son gouvernement, si vous n'avez pas plus que nous, ici, à Paris, si vous n'avez pas de rapport avec Dreyfus, alors il serait bon que vous avertissiez notre ambassadeur, l'ambassadeur italien à Paris, qui s'appelle Tornielli, pour lui permettre de faire un télégramme officiel, enfin une déclaration officielle, mettant l'ambassade d'Italie à l'abri des commentaires de presse. La lettre de valise, je vous le répète, personne ne la connaît. Mais le télégramme, il est envoyé par un bureau de poste. Il est chiffré, c'est entendu. Enfin, c'est la poste française qui l'envoie. Vous savez ce qui se produit, enfin, dans tous les cas, lorsque un télégramme est remis comme ça, eh bien, il est expédié, la poste fait son métier, mais les services des affaires étrangères prennent copie du télégramme. Il est chiffré, on va s'arranger pour le déchiffrer. En effet, on va le déchiffrer. Et ce télégramme déchiffré, bon, je vous rappelle le sens, donc je vous rappelle la teneur. Si vous n'avez pas eu plus que moi de rapport avec Dreyfus, il serait bon que vous autorisiez notre ambassadeur à faire un démenti public. Ce télégramme, qui a été saisi, enfin copié par les affaires étrangères, et mis sous les yeux de Mercier. Ben, ce télégramme, qu'est-ce qu'il établit? Il établit que Panizardi n'a jamais entendu parler de Dreyfus. Alors comment est-ce que Mercier peut oser faire croire au juge militaire que D, c'est Dreyfus, alors qu'il sait parfaitement que D n'est pas Dreyfus? Et Mercier aura bien soin de dissimuler ce télégramme. Le télégramme ne sera pas mis dans le dossier Dreyfus, parce que la seule existence de ce télégramme prouvait que Dreyfus était innocent, du moins du côté des Italiens. Eh bien, Mercier cachera cela. Histoire très grave, encore pas très admise aujourd'hui, mais je ne vois pas comment on ne peut pas l'admettre, après l'histoire du télégramme du 2 novembre, tel que je viens de vous l'expliquer. Voilà pour Mercier. Je voudrais vous parler brièvement, très brièvement, de Henri. On a beaucoup cru que Henri, qui avait fait le faux que vous savez, était un homme qui était peut-être en cheville avec Esterhazy et qui était lui aussi un traître. Zola l'a cru, par exemple. Lorsque Zola, juste avant de mourir, fait son livre qui s'appelle Vérité, qui est une transposition romanesque de l'affaire Dreyfus, le personnage que dans son roman il a chargé de représenter Henri est représenté comme un traître. Ce n'est pas vrai. Zola se trompait. Joseph Reynac, qui a soutenu la thèse, se trompait. On sait aujourd'hui que Henri n'était pour rien dans cette histoire, mais qu'est-ce que c'est qu'Henri? Henri, c'est un officier discipliné. Avant tout, discipliné. Il a son idée sur l'affaire Dreyfus. Et nous savons qu'il l'a parce qu'on possède une lettre de lui à Picard, lorsque Picard était à Sousse, vous vous rappelez, quand il commandait son 6e régiment de tirailleurs à Sousse, une lettre où il lui dit carrément « Je pense comme vous sur le fond des choses. Je sais parfaitement à quoi m'en tenir. » Mais n'oubliez pas, mon cher ami, que les chefs, quand ils commandent quelque chose, quand ils veulent quelque chose, c'est les chefs. Alors il faut obéir. Et à ce propos même, il rappelle à Picard une conversation qu'il avait eue avec lui. C'est une chance que nous possédions cette lettre. Il lui dit « Vous vous rappelez, mon cher Picard », il ne lui parle pas ici de subalterne à chef, il lui parle d'ami à ami, de collègue à collègue. Vous vous rappelez un jour, quand je vous avais raconté quelque chose, et vous m'aviez dit que je parlais d'or. Mais qu'est-ce qu'il lui avait raconté? On sait ce qu'il lui avait raconté. Un jour, Henri avait dit à Picard, quand j'étais aux Zouaves, il y a ça longtemps, enfin au début de sa carrière militaire, quand j'étais aux Zouaves, il est arrivé dans ma compagnie une sale histoire. Il y avait un jeune soldat qui avait volé dans la caisse. Alors le lieutenant, qui s'était aperçu que ce type avait volé dans la caisse du régiment, a voulu faire passer le jeune soldat au conseil de guerre. Et nous, on lui disait, faites pas ça, vous savez pas qui c'est ce jeune soldat, mais c'est le fils d'un colonel. Alors vous savez, se mettre mal avec un colonel, c'est dangereux. Alors la suite de l'histoire, telle que l'a raconté Henri, c'est comme ça, le lieutenant n'a pas voulu nous écouter, il a fait passer le jeune soldat en conseil de guerre, et bien sa carrière a été complètement flambée. Alors vous voyez, Picard, faut pas faire ce que vous faites, parce que vous vous mettrez mal avec les chefs. Lorsque Henri va fabriquer son faux, et qu'il expliquera pourquoi il l'a fabriqué devant le ministre de la Guerre, il dira « Mes chefs, c'est-à-dire Boisdeffre, Gons, mes chefs étaient très inquiets. Ils n'avaient rien dans le dossier contre Dreyfus. Alors comme ils n'avaient rien, j'y ai mis quelque chose. Je sentais que mes chefs étaient inquiets, je les ai tirés d'embarras. Voilà tout. L'histoire d'Henri, c'est pas plus que ça. C'est le serviteur exemplaire. C'est le gaillard qui dit « Les chefs veulent quelque chose, on obéit, on doit faire plaisir aux chefs. » Picard, c'est une autre histoire.
Picard porte aujourd'hui encore une auréole. Quand on vous parle de l'affaire Dreyfus, on vous dit « Oh, la plupart des gens dans l'armée ont été pas très bien, mais Picard, je demande à voir, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. » Vous avez vu que Picard découvre que Esterhazy est l'auteur du bordereau, il le découvre en mars ou avril 96. Il va attendre jusqu'au mois d'août, vous entendez, jusqu'au mois d'août, avant de parler de sa révélation. Parce qu'il est renseigné sur Esterhazy, parce qu'il sait qu'Esterhazy a des protections militaires considérables. Quand il se décide à en parler, vous avez vu ce qui lui arrive. Les deux chefs, Gons et Boisdef, sont furieux contre lui, et en réalité, il y perd sa situation. Alors pourquoi est-ce que brusquement, Picard, le 21 juin 97, va, si je puis dire, manger le morceau et va raconter à cet avocat Leblois toute la fin de l'histoire? Pourquoi? Parce qu'il a reçu, fin mai 97, à Sousse, il a reçu du ministère une lettre horrible. Une lettre où il est qualifié de menteur. Une lettre où il sent que sa propre situation militaire est menacée. Alors quand il va trouver Leblois, c'est pour lui dire « Je vais peut-être avoir moi une sale histoire, où ma carrière est en jeu. Alors s'il faut que je me batte, je me battrai. Mais attention, mon cher Leblois, attention. C'est moi, Picard, qui suis en cause. C'est pas Dreyfus. Ça, Dreyfus, je m'en balance. Ma situation. » Alors Leblois est extrêmement ennuyé. Je vous ai raconté. Je vous ai dit que Leblois, à qui Picard avait interdit de parler de sa conversation, Leblois dit « Mais je ne peux pas garder un pareil secret. Il y a un homme là-bas, un malheureux, qui est à l'île du Diable, qui est au bagne depuis 2 ans. Et Picard lui-même est indifférent. » Alors vous savez que Leblois va trouver Scherer-Kestner et va essayer d'accrocher l'histoire. Scherer, naturellement, a besoin de documentation. Et Picard refuse de donner toute documentation, parce qu'il ne veut pas se mouiller. Tant que lui-même n'est pas en cause, pas question qu'il fournisse le moindre renseignement. Alors je vous apporte là une petite lettre, enfin un fragment de lettre de Scherer-Kestner à Leblois du 1er août 97, où Scherer dit à Leblois « Il est impossible d'admettre qu'un honnête homme garde un pareil secret et laisse ainsi un innocent subir de telles souffrances et un tel déshonneur sans bouger. » Il faut savoir que Picard était quelqu'un de très attentif à sa carrière. J'ai trouvé dans la Gazette de Lausanne, d'avril 1906, avril 1906, la révision est presque terminée, vous savez que c'est en juillet que Dreyfus va être réhabilité, l'affaire se termine. En avril 1906, Picard écrit un article dans la Gazette de Lausanne pour dire cette vieille affaire Dreyfus, elle va se terminer. Il y a des tas de gens qui se sont sucrés dans cette affaire. Les Juifs en particulier, dit-il. Il y a 2 Juifs maintenant qui sont sous-secrétaires d'État. Oh, ceux-là, ils se sont défendus. Parce que les gens courageux, les gens propres, sous-entendu moi, ils n'ont rien. Alors c'est une espèce de Picard qui tend la main, qui dit « Et ma récompense ?» Sous-entendu, il aura sa récompense. Lorsque Clemenceau sera au gouvernement, il fera de Picard immédiatement un général et même un ministre de la guerre. Dernier détail sur Picard, détail qui a été fourni par Joseph Reynac, et j'ai bien envie de vous le dire parce qu'il qualifie le personnage. C'est le rapport d'un capitaine Tassin, sur la dégradation de Dreyfus. Ce capitaine Tassin, le 5 janvier 95, quand on dégradait Dreyfus, était à côté de Picard dans la cour de l'école militaire. Et il va rapporter ce que Picard lui a dit. Ce Tassin, pour quelles étaient ses idées personnelles, enfin, je ne sais pas ce qu'il pensait de Dreyfus, mais Tassin avait été tout de même ému de l'allure qu'avait Dreyfus quand on lui arrachait ses galons et ses boutons. Et il avait dit à Picard, qui était à côté de lui, regardez-le tout de même, ce type, à quel point il est stoïque, il est là, livide, il a la main sur la couture du pantalon, comme un soldat, puis il a des yeux baissés, il regarde par terre. Et Picard, ricanant, lui avait dit, écoutez, vous oubliez l'essentiel, c'est un juif. Il regarde par terre, pourquoi? Mais parce que c'est ses galons qui sont par terre. Les galons, tout de même en argent, alors il compte, 10 cm, ça fait 15 centimes, etc. Voilà ce que Picard avait pensé lors de la dégradation de Dreyfus. Alors quand on nous reparlera de l'héroïsme de Picard, de la grandeur d'âme de Picard, je demande qu'on repasse. Je voudrais maintenant vous parler de la protection, de l'extraordinaire protection que la haute armée, enfin que l'état-major a accordée à Esterhazy, dont on savait parfaitement que c'était une fripouille. Cette protection est allée très loin, et on le sait aujourd'hui. Il y a un moment où Esterhazy va écrire des lettres au président de la République. Lui, simple officier, il est major d'infanterie, il écrit au président de la République. Nous savons que ces lettres lui ont été dictées par du Petit-Clam, c'est-à-dire dictées par l'état-major. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces lettres au président de la République? Il y avait un chantage. Il y avait une incroyable menace faite par un officier au président de la République, disant « j'ai entre les mains un document ». Il disait que c'était une femme voilée qui lui avait remise. En réalité, c'était un document qui lui venait du SR, sous enveloppe fermée, scellée. « J'ai un document, disait-il, monsieur le président de la République, un document tel que si jamais je le publie, c'est un casus belli, c'est un cas de guerre entre la France et l'Allemagne. Eh bien, monsieur le président de la République, si vous ne me couvrez pas, si vous n'empêchez pas que mon nom soit prononcé, car ces lettres sont du début de novembre 97. Vous vous rappelez que c'est le 15 novembre 97 que l'affaire va exploser. Monsieur le président de la République, disait Esterhazy, si vous n'intervenez pas,
si vous ne faites pas taire le Führer Kestner, si vous n'empêchez pas que mon nom soit prononcé, je la publie, cette lettre. Dû la guerre en sortir. Bah, écoutez, supposez qu'aujourd'hui, un officier écrive au président de la République en France, en lui disant, j'ai un document qui est susceptible de faire éclater la guerre entre la France et la Russie, par exemple. Ben, vous commencerez que le président de la République hésitera un instant, mais il ferait appréhender l'officier, foutre en prison, et puis donnez-moi votre papier. Ah, mais pas du tout, pas du tout. Le ministre de la guerre ne bouge pas, le président de la République non plus. Simplement, on convoque très gentiment Esterhazy devant le gouverneur militaire de Paris, qui était un de ses amis du reste, qui s'appelait le général Saussier. Puis Saussier lui dit, écoutez, vous avez écrit une lettre, on n'écrit pas comme ça, président de la République, il me semble que vous avez été maladroit, vous devriez, ça serait gentil à vous, enfin, vous devriez remettre le document. Esterhazy finira par remettre le document parce que c'est un document qui sort du SR et que le SR a besoin de le récupérer, et le 15 novembre, le document sera restitué. Esterhazy, quand il va passer en conseil de guerre, vous pensez que c'est lui comme ça qui va tout seul en conseil de guerre? C'est le général de Boisdeffre qui lui a dit, je crois que ce serait mieux que vous alliez en conseil de guerre, parce qu'une fois qu'il y aura jugement sur vous, il y aura, comme on dit en termes juridiques, vous savez, res judicata, la chose jugée. Et puis il y a une formule, toujours en latin, qui dit res judicata pro veritate habetur, la chose jugée doit être tenue pour la vérité. Par conséquent, tant que vous n'aurez pas passé en conseil de guerre et que vous ne serez pas acquitté, car soyez tranquille, vous serez acquitté, tant que vous ne serez pas acquitté, vous risquez quelque chose. Mais une fois que vous aurez passé en conseil de guerre et que vous serez acquitté, alors vous serez tranquille pour le reste de vos jours, vous êtes blanchi à jamais. Monsieur Tom a apporté un détail nouveau là-dessus, dans son livre, si important, il y a 3 ans. Dans l'acte d'accusation, il y avait, est accusé par Mathieu Dreyfus, vous vous rappelez, est accusé d'avoir, en 1894, fourni des documents à l'Allemagne. C'est vrai qu'il en fournissait en 94, mais il en fournissait encore au début de l'année 95. Alors, aux archives de la guerre, où on avait conservé l'acte d'accusation, une main bénévole et intelligente a gratté dans l'acte d'accusation les mots en 1894. Parce que tant que ces mots restaient, Esterhazy n'était couvert que pour les faits de 94. Mais si quelqu'un, Mathieu Dreyfus par exemple, lui avait fait un nouveau procès, disant qu'en 95, il fournissait des documents à l'Allemagne, alors il n'était plus couvert. Tandis que si on grattait, s'il n'y avait plus de date, il était couvert à perpétuité. Maintenant, avant de finir, il faut que je vous montre quelques détails sur le fameux nouveau dossier. Peut-être vous vous rappelez, la fois dernière, je vous ai dit que le 1er avril 98, le ministre de la Guerre, Billot, inquiet, se disant, c'est entendu, Zola a été condamné, mais enfin peut-être qu'il y aura révision de l'affaire Dreyfus, il avait donné ordre que l'on reconstitua, que l'on refit le dossier de Dreyfus. Je l'ai tout examiné, ce dossier, quand je travaillais aux archives nationales. Il est monumental, je vous l'ai dit, il y a plus de 300 pièces. Autrefois, il y en avait 5, enfin rien. Plus de 300 maintenant. Alors là-dedans, il y a des choses étonnantes. On y fait la découverte suivante, que j'ai vue de mes yeux. Le petit bleu, on rappelle ce que c'était le petit bleu. Le petit bleu, c'était le pneumatique, quoi, sur lequel toute l'affaire s'était redéclenchée. La lettre, le pneu, qu'avait écrit Schwarzkoppen à Esterhazy. Ce pneu avait été pris par le SR, et c'était là où il y avait, j'ai besoin d'avoir de vous des explications écrites pour savoir si je puis continuer ou non mes relations avec la maison R. Alors ce petit bleu existait, bien recollé, bien reconstitué dans les archives de la guerre. Quelqu'un, on sait qui maintenant, c'était le collaborateur d'Henri, c'était le commandant, l'autre chef de bataillon, l'autre, non, chef d'escadron, puisque c'était un cavalier, le chef d'escadron, l'autre, L-A-U-T-H. L'autre avait eu une idée assez géniale. Il avait pris cet original du petit bleu et il avait gratté le nom Esterhazy. Le grattoir était très en usage, vous savez, dans les services spéciaux. Alors il avait donc gratté le nom, puis il avait réécrit le même nom par-dessus, Esterhazy. De telle sorte que si des enquêteurs voulaient voir les pièces, et si on leur montrait le petit bleu original, les enquêteurs civils auraient dit, mais c'est une pièce truquée, vous voyez bien qu'il y a écrit Esterhazy, mais c'est écrit sur un grattage. Par conséquent, le nom qui était dessous n'était pas le nom d'Esterhazy, sans ça on aurait pas écrit le même temps. De telle sorte, c'était une astuce très bien, très intelligemment, qui est très diaboliquement conçue, pour ôter toute valeur probante à cette pièce, puisqu'on faisait croire qu'elle n'était pas originairement destinée à Esterhazy. Il y avait de très beaux documents dans ce nouveau dossier. Il y en a une, je tiens particulièrement à vous parler, il faut que j'aille vite, mais je vais vous dire ça en particulier. On avait cherché, naturellement, dans les archives du SR, tout ce qu'on pouvait trouver contre Dreyfus. On avait trouvé une pièce qui était décrite par Panizzardi, l'attaché militaire italien, à Schwarzkoppen, l'attaché militaire allemand, le 28 mars 95. Et ce 28 mars 95, l'Italien disait à l'Allemand, je vais avoir bientôt le réseau, enfin l'arrangement du réseau français, du réseau ferroviaire, en cas de mobilisation. Très intéressant ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fit?
d'une pièce du 28 mars 95, alors qu'en 95, Dreyfus était à l'île du Diable. C'était pas lui qui pouvait donner les renseignements sur les chemins de fer français en cas de mobilisation. On ne pouvait rien en faire, mais si on était intelligent, on pouvait en faire quelque chose. Henri déchire le coin de cette lettre, où il y avait la date, 28 mars 95, il fait disparaître la date. Et de son écriture, en bas sur la pièce, il met avril 94. Alors on peut mettre cette pièce dans le dossier comme si elle était d'avril 94 et comme si elle pouvait concerner Dreyfus. Autre chose, on avait trouvé encore dans les papiers de l'état-major, enfin du SR, on avait trouvé une lettre de mars 94, elle-là. C'était une bonne date, 94, puisque l'affaire Dreyfus est de 94. Et il y avait, c'était toujours Panizardi qui écrivait à Schwarzhoppen, il lui disait, je suis un peu malade, je regrette, je ne peux pas aller vous voir, mais vous, venez donc me voir, vous ne perdrez pas votre temps dans la visite, car P, majuscule, P, m'a remis pas mal de choses intéressantes. P, c'est pas D. Oh, mais du moment que la lettre est écrite au crayon. Alors on gomme, c'est Henri qui fait le travail. On gomme P, on met D par-dessus, car D m'a fourni pas mal de choses intéressantes, et comme c'est une pièce de 94, hop, elle est dans le dossier, ça fait une pièce de plus contre Dreyfus. Et puis il y a eu cette merveille de la pièce 44, enfin ce chiffre m'est resté, parce que je me rappelle que j'ai eu le souffle coupé lorsque je l'ai lu aux Archives nationales, je tournais moi mes pages pour voir tous ces documents du nouveau dossier. Et la pièce 44, c'était le télégramme Panizardi, le télégramme du 2 novembre, le télégramme par lequel Panizardi disait, moi je ne connais pas Dreyfus, mais peut-être que vous le connaissez. Et vous vous rappelez que ce télégramme, on l'avait soigneusement caché, Mercier l'avait dérobé au juge. Tout à coup, en 98, il reparaissait ce télégramme. Je me dis, tiens, c'est curieux, il se décide à le mettre en avant. Alors écoutez bien, voilà le texte du télégramme que l'armée prétend avoir été envoyé par Panizardi le 2 novembre 1994. Télégramme envoyé par l'attaché militaire Panizardi à son gouvernement le 2 novembre 1994, puis une note de Gons, reconstituée de mémoire par le lieutenant-colonel Dupaty-Clave. Le vrai texte, vous vous rappelez le vrai texte, si vous n'avez pas eu plus que moi de rapport avec Dreyfus, etc. Eh bien, le texte qui était inséré dans le nouveau dossier, dans le dossier 98, comportait « Gouvernement français a la preuve de révélation offerte à l'Allemagne par Dreyfus, aucune inquiétude à avoir, notre émissaire est prévenu. » C'était un faux, mais de mot à mot un faux. L'armée était à ce moment-là, n'était pas très délicate pour l'usage des faux, et l'avait établi dans le dossier. Bien entendu, on avait été obligé de retirer du dossier la pièce majeure, la pièce massue, dès le jour où Henri avait avoué que c'était une pièce forgée. Enfin, je voudrais vous apporter comme dernier enseignement là-dessus ce qu'on appelle une preuve morale. Boisdeffre et les officiers d'état-major s'étaient adressés à tous les généraux possibles pour leur dire, ceux entre vous qui ont été en rapport avec Dreyfus, donnez-nous donc notre avis, enfin ça fera autant de documents dans le dossier. Alors Boisdeffre s'était adressé au directeur de l'école de guerre, par laquelle Dreyfus avait passé. Dreyfus y était allé en 91-92. Ce général s'appelait Lebelin de Dionne. Alors gentiment, Lebelin de Dionne va faire le petit témoignage sur Dreyfus qu'on lui demande, puisque son ami Boisdeffre le désire, et il va lui envoyer le 1er juin 98, petite note sur Dreyfus. Mais il a oublié, Lebelin de Dionne, il a oublié qu'il y a les registres de l'école de guerre. Alors si on se reporte au registre de l'école de guerre, on voit ceci, 1892. Conduite du capitaine Dreyfus, très bien. Tenue du capitaine Dreyfus, très bien. Observation générale, signé Lebelin de Dionne, très bon officier, très apte au service de l'état-major. Ça, 1892. Alors, je vous prie d'écouter ce que le même Lebelin de Dionne, le 1er juin 98, écrit à Boisdeffre sur le compte de Dreyfus. Le sieur Dreyfus, a été sous mes ordres à l'école de guerre. Ses manières haineuses et cassantes, ses propos inconsidérés, sa conduite privée fâcheuse, lui retirait toute estime de ses camarades et de ses chefs. Voilà de quoi a été composé le dossier anti-Dreyfus de 98. Dernière observation. Je vous ai dit l'autre jour que dès que Dreyfus a été gracié, une amnistie générale a été établie. C'est-à-dire toute affaire connexe, enfin se rattachant de près ou de loin à l'affaire Dreyfus, c'est fini, on passe l'éponge, on n'en parle plus. Qu'est-ce que ça voulait dire ça? Ça voulait dire Dreyfus, on va vous le rendre, votre petit juif, à l'état de neuf, ou presque, enfin on vous le rend. Mais ne nous ennuyez pas avec la punition des coupables. Ça, les coupables, tabou, jamais on y touchera. Amnistie d'avance. Ce qui a fait dire à un écrivain français qui s'appelle Julien Binda, lorsqu'il a appris la nouvelle de l'amnistie, ce qui lui a fait écrire dans un article de la Revue Blanche, ceci. Depuis 5 ans, on nous affirme que nos généraux sont insoupçonnables, et maintenant, on s'empresse de les amnistier d'avance.
cours de ce troisième entretien et dernier sur l'affaire Dreyfus, je voudrais vous montrer ce que cette affaire comporte aujourd'hui encore de souterrain, de mystérieux, de pas clair, quoi. Et nous allons partir d'une déclaration qui a été faite par un monsieur qui n'était pas n'importe qui, c'était le président du Conseil, qui s'appelait Dupuis, lorsqu'il a été convoqué devant la Cour de cassation le 26 décembre 1998. Dupuis, c'est pas n'importe qui, c'est un président du Conseil, un homme qui doit mesurer ses paroles, et il a prononcé les mots que voici. Plus j'avance, plus j'ai l'impression que cette affaire Dreyfus est une énorme mystification. Et ce mot de mystification va être employé par un autre personnage d'importance qui s'appelle Poincaré, qui lui aussi en 98 parlera de mystification. Alors pourquoi? Premièrement, qu'est-ce que c'est que le bordereau? Rappelez, le bordereau, c'est une pièce, paraît-il, trouvée dans la caisse à papier de l'attaché militaire allemand et apportée au SR. Le bordereau, il n'est pas daté, mais c'est dans les derniers jours de septembre 1994 qu'il arrive entre les mains du SR. Septembre 1994. Depuis 1931, nous avons un document considérable. Ce sont les carnets de Schwarzkoppen. L'attaché militaire allemand de Schwarzkoppen tenait des petits carnets de notes, très bien à jour. Par exemple, on y voyait qu'à la date du 1er juillet 1994, il avait vu arriver en civil dans son bureau quelqu'un qui lui a dit « Je suis un officier français, je m'appelle Esterhazy, je suis en mesure de vous fournir des documents si vous les payez bien sur mon pays. » Schwarzkoppen lui avait dit « Mais alors quoi, vous êtes un traître ?»« Oui, monsieur, je suis un traître, dit-il, je suis un homme abominable, après j'ai besoin d'argent. Si vous me donnez 1000 francs par document, et 1000 francs ça fait pouvoir d'achat aujourd'hui quelque chose comme 4000, hein, eh ben je vous donnerai des renseignements. » Schwarzkoppen avait fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire qu'il avait demandé au bureau berlinois, enfin, est-ce que je peux faire confiance? Les bureaux de Berlin avaient dit on ne sait pas, vous voyez, et il avait obtenu des indications très importantes, comme ça, peu à peu, de Schwarzkoppen. Bon, alors 7 ans de Esterhazy. Alors 7 ans, c'est le 1er septembre 1994, d'après les documents de 1931, d'après les carnets de Schwarzkoppen, c'est le 1er septembre 1994 que Schwarzkoppen, dans son bureau, suivez-moi bien, dans son bureau, a Esterhazy devant lui, qui lui remet un certain nombre de documents. Quels documents? Une note sur le frein hydraulique du 120 cours, le manuel d'artillerie de campagne, la note sur la formation d'artillerie modifiée. Or, si vous reprenez le bordereau, vous voyez qu'à cette date mystérieuse du bordereau, précisément, il y avait 3 de ces fournitures qui étaient faites. Alors, je vous demande, et je me demande réellement, où on peut placer le bordereau. Je répète, le 1er septembre 1994, face à face, Schwarzkoppen et Esterhazy, il est dans son bureau, lui remet 3 de ces documents. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le bordereau? Ben, vous savez, j'ai l'honneur de vous envoyer 6 juin un certain nombre de documents, parmi lesquels il y a les 3 en question. Alors, qu'est-ce qu'on en fait du bordereau? S'il est antérieur à la visite du 1er septembre, alors le 1er septembre, il n'a pas à lui remettre ces documents, puisqu'ils sont joints au bordereau antérieur. Donc, il ne peut pas être antérieur. Il ne peut être que postérieur. Alors, s'il est postérieur au 1er septembre, comment ça se fait que ce jour-là, 1er septembre, il lui a remis 3 documents, et qu'il lui annonce ensuite, j'ai l'honneur de vous envoyer 6 juin les 3 documents suivants? Vous voyez bien qu'il est implaçable, le bordereau. Chronologiquement, historiquement, il n'y a pas moyen d'en faire rien. Par conséquent, c'est une pièce suspecte. Deuxième observation, les notes qui accompagnaient le bordereau. On a le bordereau, mais on n'a pas les notes. Notes sur le frein, du 120, notes sur le corps expéditionnaire, etc. On ne les a pas. Alors, monsieur Thomas, qui a fait ce livre aussi intéressant, je vous ai dit, il y a 3 ans, sur l'affaire Dreyfus, a une idée. Et il dit, à la vérité, Esterhazy, c'était pas un véritable traître. Esterhazy, c'était surtout un escroc. Les notes que nous ne possédons pas, ça devait être des ragots qu'Esterhazy avait glanés à droite et à gauche en faisant parler des officiers spécialisés, en lisant des revues militaires. Il en faisait un petit topo et il vendait ça le plus cher possible aux Allemands. Un escroc, quoi. Il vendait des choses qui ne valaient rien. Je ne peux pas accepter une théorie comme celle-là. Parce que si on peut admettre que Schwarzkoppen ne connaissait pas la valeur des notes qu'on lui remettait, qu'est-ce qu'il était là-dedans, Schwarzkoppen? Ben, il était une boîte aux lettres ou un caissier, pas plus. Une boîte aux lettres qui transmettait à Berlin, un caissier, il payait. Les services de Berlin, les services d'espionnage de Berlin, c'était pas des enfants de cœur qui les constituaient, c'était pas des analphabètes. Alors quand ils recevaient les notes d'Esterhazy, je vous assure qu'ils les soupesaient, ils les examinaient, ils les recoupaient, pour voir si c'était du sérieux. Or on voit dans ces carnets de Schwarzkoppen, publiés en 1931, on voit que les bureaux de Berlin, après avoir bien étudié les documents Esterhazy, félicitaient Schwarzkoppen. Elle disait, mais continuez, nous avons là des renseignements de première importance. Par conséquent, ces documents Esterhazy sont des documents capitaux, et très sûrs. Qui est Esterhazy? Je viens de vous le dire, c'est un officier d'infanterie. Un simple officier d'infanterie. Il n'est pas d'état-major, pas pour un sou, il n'a pas ses entrées au ministère de la Guerre. Alors comment fait-il pour être si bien informé? Il envoie à l'Allemagne des renseignements qui sont connus d'une pincée de gens. Enfin, il y a peut-être 8-10 personnes, pas plus, en France qui le savent. Et lui le sait. Donc, il a un fournisseur. Donc Esterhazy est un homme qui ne travaille pas tout seul, mais il est abouché à je ne sais quelle source de laquelle il obtient ces documents de première importance.
Troisième remarque. La protection d'Esterhazy, je vous l'ai raconté la semaine dernière, c'était monstrueux, hein, c'était impensable. Quand on pense que c'était l'état-major lui-même qui guidait les pas d'Esterhazy, qui lui disait vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et l'état-major savait qu'Esterhazy était une fripouille, et même un traître. Alors c'était de gaieté de cœur que l'état-major soutenait un traître? Il faut comprendre, il y a une raison. Pourquoi l'état-major a-t-il soutenu une fripouille pareille? Eh bien ça, alors c'est un document nouveau qui nous a été procuré par monsieur Thomas, à la date du 18 octobre 97, suivez bien, 18 octobre 97. On sait déjà que Scheurer-Kestner s'agite, qu'il va aller trouver Billot, enfin que Scheurer connaît le secret d'Esterhazy, mais le nom n'a pas éclaté. À la date du 18 octobre 97, le général Gons, sous-chef d'état-major général de l'armée, réunit dans son cabinet ce qu'on pourrait appeler un petit conseil de guerre. Il y a là, lui, bien naturellement, il préside, il y a Henri, et il y a Dupaty de Clam, puis il y a l'autre, je crois. Et il leur dit, il y a une histoire terrible qui va éclater, on va mettre en cause le nommé Esterhazy, il faut absolument que ça ne se produise pas. Parce que, alors c'est là le document important, parce que si jamais cet Esterhazy perd la tête, virgule, ce sera terrible. Voilà le mot que Gauss a prononcé. Ce sera terrible si Esterhazy perd la tête. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire une parole comme celle-là? Ça peut vouloir dire que si Esterhazy est poursuivi, s'il est traîné en justice, il va dire ce qu'il ne faut absolument pas dire. Il va donner sa source. Et la source doit être un tel nom que ce nom ne doit jamais être prononcé. Voilà pourquoi l'état-major va couvrir jusqu'au bout Esterhazy. Quatrième observation. Je vous ai raconté la dernière fois que le 3 juin 99, la Cour de cassation avait annulé le premier jugement. Dreyfus cessait d'être condamné, il restait un inculpé. 3 juin 99. Le 18 juillet 99, Esterhazy, qui s'est sauvé en Angleterre, dès le lendemain du jour où Henri s'est suicidé. Il est parti le 1er septembre 98 et Henri s'était tué, ou avait été tué, le 31 août 98. Alors, le 18 juillet 99, de Londres où il est, Esterhazy envoie au quotidien français Le Matin une grande déclaration que Le Matin fait reproduire autographiée, c'est-à-dire avec l'écriture même d'Esterhazy, sa signature et la date. Et dans cette déclaration, Esterhazy dit, eh bien c'est vrai, c'est moi l'auteur du bordereau. Seulement je l'ai écrit par ordre. Et par ordre, ça voulait faire sous-entendre, car il ne s'expliquait pas, faire sous-entendre au public, j'étais moi aussi un agent du SR et j'essayais de tromper l'Allemagne. Mais enfin, il y avait l'aveu d'Esterhazy. J'ai écrit le bordereau. Bien, 18 juillet 99. Vous vous rappelez que le deuxième procès de Rennes, la deuxième fois que Dreyfus comparaît, c'est à partir du 7 août 99 jusqu'au 9 septembre 99. Eh bien, quelqu'un que je n'aime pas beaucoup, qui s'appelle Jacques Bainville, qui passait pour être un historien, mais comme il était en même temps d'Action française, les deux termes s'excluent. On ne peut pas être historien et d'Action française. Enfin, Bainville, dans son histoire de la Troisième République, a une phrase à laquelle, cette fois, je souscris totalement. Bainville dit « Il est véritablement prodigieux qu'Esterhazy n'ait pas été convoqué au procès de Rennes. » En effet, poursuit Bainville, de quoi s'agit-il? Il y a un certain bordereau. Un monsieur Dreyfus est accusé d'être l'auteur de ce bordereau et il dit « Je n'en suis pas l'auteur ». Et un monsieur Esterhazy dit « Ah, moi, j'en suis l'auteur ». Alors comment se fait-il que dans ce procès de Rennes, on ne fasse pas comparaître celui qui déclare être l'auteur du bordereau? Eh bien, on ne convoquera pas Esterhazy, parce que l'armée ne veut pas qu'Esterhazy comparaisse à Rennes. Pourquoi ne veut-elle pas? Parce que si on lui pose des questions, il finira par mettre en cause la personne, qu'il ne faut jamais mettre en cause, c'est-à-dire la source. Donc quelqu'un dont le nom était tellement énorme qu'il ne devait jamais être prononcé. En 1955, on a publié des notes de M. Paléologue. Paléologue, c'est un diplomate qui était chargé au Quai d'Orsay des rapports avec l'armée. Et dans ces notes de Paléologue, on voit ceci, des notes de 98-99, nous savons très bien qu'Esterhazy est innocent, que Dreyfus est innocent, les coupables, au pluriel, les coupables sont Esterhazy, un nommé Weil, dont on n'avait pas encore entendu parler, Weil, qui était un officier territorial et ami d'Esterhazy, et troisièmement, alors la source, le gros personnage, et une haute personnalité militaire dont le nom ne doit pas paraître. Quand on a publié ça en 1955, la maison d'édition n'a pas imprimé le nom qui était dans le manuscrit de Paléologue, parce que la famille de ce général s'y est opposée. Je sais quel est ce nom qui était dans le manuscrit de Paléologue. Et ce nom avait du reste paru en 1954, il avait été imprimé en 1954, dans le livre d'un général Legrand Girard, qui était mort, et dont on publiait des mémoires sous le titre de « Un quart de siècle au service de la République ». Ce général Legrand Girard, qui était mort général, était commandant au moment de l'affaire Dreyfus,
et il appartenait à la maison militaire du président de la République. Et dans les notes de Le Grand Girard, il y avait, dans l'entourage de la présidente de la République et du côté des affaires étrangères, on dit que la source d'Esterhazy est le général Rau, R-A-U. Et vous vous rappelez, dans le petit bleu, il y avait ceci, Schwarzkopf disant à Esterhazy, j'ai besoin d'avoir de vous des déclarations écrites pour savoir si je puis ou non continuer mes relations avec la maison R, R majuscule. Qui était le général Rau? Eh bien, c'était le chef de cabinet du ministre de la Guerre. Évidemment très bien placé. Chef de cabinet du ministre de la Guerre, du ministre Mercier, et du courant de tous les secrets. Et pendant longtemps, on a murmuré que le général Rau était le vrai coupable. Je ne le crois pas. J'ai des tas de raisons pour ne pas le croire, c'est trop long à vous expliquer, mais enfin, les gens compétents, M. Thomas et d'autres, je m'accorde avec eux, ça ne doit pas être Rau. Alors qui est-ce, puisqu'il y a forcément quelqu'un? Ben, on n'a pas assez prêté garde à une déclaration de Picard, au moment de la deuxième réunion de la Cour de cassation, enfin lorsqu'il s'est agi en 1904, de savoir si on allait ou non réhabiliter Dreyfus. En janvier 1904. Picard, comparaissant devant la Cour de cassation, dit « Pourquoi n'a-t-on jamais regardé du côté du général Saussier » S-A-U-2-S-I-E-R, Saussier. Qui était Saussier? Le vice-président du Conseil supérieur de la défense nationale. Le président du Conseil supérieur, c'est un personnage qui change, c'est le ministre. Il y a un personnage qui ne change pas, c'est le vice-président. Et ce personnage-là, qui est toujours un général, on l'appelle même le généralissime. Donc c'était la plus haute personnalité militaire de l'armée, général Saussier. Et pourquoi est-ce que Picard parlait de Saussier? Parce que Saussier était lié avec Esterhazy. Esterhazy lui avait rendu des services. Et qu'il y avait une protection permanente de Saussier sur Esterhazy. On ne pouvait pas toucher à Esterhazy sans mettre en cause Saussier. Mais Picard ne savait pas ce que nous savons aujourd'hui, et que je vais maintenant vous indiquer, et qui me paraît très important, enfin vous en jugerez. Peut-être que vous vous rappelez que c'est le 6 octobre 94, le 6 octobre 94, que cette espèce de farfelu qui s'appelait Daboville, le lieutenant-colonel Daboville, sous-chef du 3e bureau, avait prétendu reconnaître l'écriture de Dreyfus dans le bordereau. 6 octobre. Le 7 octobre, le ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait Hanoteau, reçoit la visite de qui? De Saussier, gouverneur militaire de Paris et généralissime. Et Saussier vient dire au ministre des Affaires étrangères, il y a une histoire de Dreyfus, il paraît que Daboville a reconnu l'écriture de Dreyfus, je vous assure, monsieur le ministre, arrangez-vous, enfin faites que on stoppe tout de suite les poursuites. Il ne faut pas que cette histoire éclate. Excellent, excellent, Saussier empêche que l'on poursuive un innocent. Bon. Mais c'est que Saussier, généralissime, dit quelque chose de bien plus grave à Hanoteau, ministre des Affaires étrangères. Saussier lui dit, je voudrais qu'on arrête à tout et que l'on ne fit même pas d'enquête. Alors comment, je ne comprends plus. Le généralissime est en face d'une affaire de trahison. Il ne veut pas qu'on fasse d'enquête, pas d'enquête, sur l'affaire de trahison. Tout se passe comme si le général Saussier, le généralissime Saussier, s'était dit, mais on va voir apparaître le nom d'Esterhazy, je vais être moi-même compromis, stop. Picard propose l'idée du chantage. Il dit, est-ce que Saussier n'aurait pas été victime d'un chantage? Quel chantage? Picard n'a pas voulu s'expliquer, mais moi je peux le faire maintenant. Saussier, vieux, il avait 70 ans, il allait prendre sa retraite, avait pour maîtresse précisément la femme de Weil, de l'officier Weil. Weil qui était ami d'Esterhazy. Et la petite Madame Weil était autrichienne. Alors il est bien possible que Madame Weil ait pris des documents associés et qu'elle les avait repassés à Esterhazy qui lui les vendait. C'est possible. Je n'en sais rien, c'est possible. Toujours est-il, mes certitudes, celles que je voulais vous laisser en souvenir à la fin des entretiens, ma certitude absolue, c'est qu'il y avait évidemment quelqu'un derrière Esterhazy et ce quelqu'un était une très haute personnalité militaire. Mais maintenant, je voudrais vous proposer, mais je dis bien proposer, une hypothèse. Je me demande si Esterhazy n'a pas dit la vérité lorsqu'il a déclaré qu'il avait écrit le bordereau par ordre. Bien sûr qu'il ment quand il dit qu'il était un agent double. Il n'était pas du tout un agent double. Il ment. Mais c'est peut-être vrai que le bordereau lui a été dicté. Alors voilà mon hypothèse. Je vous dis bien, c'est une hypothèse. Sander, le chef du SR, c'est un bon français, c'est un Alsacien. Il sait qu'Esterhazy porte des documents à l'Allemagne. Mais il ne peut pas mettre sur la main sur Esterhazy parce qu'il sait qu'Esterhazy est couvert par Saussier. Sander ne sait pas quels sont les rapports exacts. Sander ne veut pas croire tout de même que c'est le père Saussier, comme on disait dans l'armée, puisqu'il est très vu que c'est le père Saussier qui trahit. Non. Sander se dit probablement qu'Esterhazy, par la voix de Madame Weil, obtient les documents, enfin chez Saussier, et les vend. Mais on ne peut pas toucher à Esterhazy, étant donné la protection de Saussier. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Sander voudrait bien faire son métier, qui est de protéger les secrets de l'armée française. Alors supposons, je dis bien supposons que Sander convoque chez lui Esterhazy dans son bureau. Puis il lui dit,
Vous allez écrire, c'était son supérieur, hein, puisque Esterhazy n'est qu'un major. Écoutez, monsieur le major, vous allez écrire, sous ma dictée, le bordereau suivant, la lettre suivante. Et il lui dicte la lettre que nous connaissons. Cette lettre n'ira jamais à l'ambassade d'Allemagne, jamais. Elle sera fabriquée là, au SR, elle ne bougera pas du SR, elle n'en sortira pas. On déclarera ensuite qu'on l'a piquée dans la corbeille à papier de l'Allemand, qu'elle est là. Non, en réalité, elle était là. Bien. Alors il lui dicte cette lettre. Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? Il y a, sans nouvelles de vous, monsieur, depuis un certain temps, je vous envoie néanmoins les indications suivantes. Notez bien que cette lettre n'est pas criminelle, puisqu'on ne sait pas qui est monsieur. En plus, elle n'est pas signée, elle n'est pas datée. Alors quand Esterhazy écrit ça, ben, il n'a pas le sentiment qu'il se met le couteau sous la gorge, puisqu'on ne lui demande pas de signer. Mais Sander a maintenant entre les mains de l'écriture d'Esterhazy, avec fourniture à un X. Cet X, on va dire, c'est l'attaché militaire allemand. On fait des photographies de ce document. Une de ces photographies vient sous les yeux forcément du généralissime Saussier. Saussier prend peur, fronce le sourcil et dit, mais quoi, qu'est-ce que c'est que les documents? Ces documents qui m'appartiennent. C'est l'écriture d'Esterhazy que je connais très bien. Attention. Alors, ce que voulait obtenir Sander, je crois qu'il l'a obtenu, il a alerté le père Saussier, qui est devenu plus surveillant, enfin, qui a les yeux plus ouverts, plus vigilants, si vous voulez, sur ces documents. Pendant un certain temps, Esterhazy va continuer à avoir de bons documents à vendre à l'Allemagne, mais à partir du début de 95, les documents ne vaudront plus rien. Carnet Schwarzkoppen. Schwarzkoppen dit, c'est produit un moment, où Esterhazy nous apportait plus que la broutille, enfin des regatons, des choses qu'il essayait de me faire payer toujours 1000 francs, mais qui ne valaient plus rien. Pourquoi? Parce que la source s'était tarie. Donc, au départ, c'est pas du tout une histoire d'antisémitisme. On n'a pas essayé de démolir le personnage de Dreyfus. C'est cet imbécile de Daboville qui, tout d'un coup, a inventé d'identifier l'écriture du bordereau à celle de Dreyfus. Et Sander, très antisémite comme on l'était dans l'armée à ce moment-là, s'est frotté les mains et s'est dit, bah, après tout, je fais un coup double. Premièrement, je vais alerter Saussier, les fournitures vont cesser. Et puis, deuxièmement, on va se débarrasser d'un petit juif, ça sera autant de moins dans l'armée. Ceci est une hypothèse. Mais pour finir, je voudrais appeler votre attention sur un texte que vous connaissez peut-être pas, qui est de Péguy. Il a beaucoup écrit sur l'affaire Dreyfus. Mais le texte que je vais vous dire est un texte du Péguy qu'on ne publie guère. Pourquoi donc? Oui, il y a deux Péguy, vous savez. Il y a le Péguy avant les cahiers de la quinzaine, très célèbre, et puis il y a le Péguy avant les cahiers de la quinzaine, qui écrivait dans la revue blanche. Cette même revue où Binda avait dit ces choses très vilaines sur les généraux. Eh bien, Péguy avait écrit dans la revue blanche du 15 août 1899, petite phrase sur laquelle je vais terminer. Il s'agissait de cette émotion presque mondiale qui s'était emparée des gens à propos de l'affaire Dreyfus. Vous savez, les Suisses, comme les Français, comme les Belges, se sont passionnés pour cette affaire Dreyfus. Elle débordait le cadre de la France. Le monde entier était là suspendu. Est-ce que c'est vrai qu'il est innocent? S'il est innocent, il faut le lâcher. Alors voilà ce qu'écrivait Péguy. L'affaire Dreyfus n'aurait pas eu ce retentissement universel si la France n'avait pas reçu depuis longtemps dans le monde et n'avait pas gardé auprès des peuples une audience particulièrement attentive. Cette audience est la meilleure part de son héritage. Les nationalistes ont tout fait depuis 2 ans pour la lui faire perdre, les Dreyfusards ont réussi à la lui conserver.